J'ai vraiment souffert. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à froid du match entre le PSG et l'Atlético Madrid. On va revenir sur ce match qui nous a fait tant de mal et cette défaite au Parc des Princes. On va revenir sur ce match en long, en large et en travers. On va parler également de Luis Enrique et on va parler de la suite du PSG dans cette compétition parce que j'ai envie de revenir sur ce match un petit peu plus calmement et revoir avec vous les problèmes qu'on a eu sur ce match. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et on est parti pour cette vidéo et forcément, ce match nous a fait mal. Ce match a été compliqué, ce match a été une grande déception et surtout le scénario a été très compliqué à encaisser. Encore une fois, désolé pour mon énervement sur le live, mais là c'était ingérable. C'est l'un des matchs qui m'a fait le plus mal, mais là c'était ingérable. Et malheureusement sur ce match, le problème qu'on a eu, comme d'habitude, c'est l'efficacité, mais j'ai même pas envie de rentrer que dans l'aspect d'efficacité, parce que pour moi, il y a eu un grand problème de mouvement. Il y avait vraiment très peu de mouvement pour le PSG, donc c'était un bloc de l'Atlético qui était dur à faire bouger. On savait que l'Atlético allait arriver en bloc bas, que l'Atlético allait bien défendre et que l'Atlético allait tout faire pour te piquer dans ton dos. On savait aussi que l'Atlético était très efficace dans les dernières secondes de jeu, donc on peut parler d'un hold-up. Ce match, le PSG devait le gagner en long, en large et en travers. Mais à un moment donné, quand contre Girona, tu dois gagner largement et que tu t'imposes à la dernière seconde sur une erreur du gardien de Girona. Contre le PSV, tu dois gagner largement et tu fais un partout. Contre Arsenal, tu te sabotes tout seul avec 2 erreurs qui te coûtent 2 buts et qui te sortent totalement du match. Et contre l'Atlético Madrid, tu dois gagner ce match et tu arrives à le perdre. Et ce qui fait qu'en conférence de presse, les coachs des équipes adverses en viennent à dire on ne sait même pas comment on a gagné ce match. Les coachs le disent, le PSG joue mieux, le PSG est plus compliqué à jouer, mais on n'est pas efficace. Et forcément, en Ligue des Champions, tu le paies cash parce que tu affrontes des équipes qui, elles, vont transformer leurs occasions. La Ligue des Champions, ce n'est pas la Ligue 1. Les erreurs que tu peux faire en Ligue 1 ne seront pas sanctionnées comme ça peut être le cas en Ligue des Champions. Et c'est ce qui crée toute cette différence parce qu'en Ligue 1, on arrive à être efficace. En Ligue des Champions, on ne l'est pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème mental dans la tête des joueurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais en tout cas, le problème d'efficacité est réel. Mais le gros problème que j'ai vu face à l'Atlético, c'est un mouvement pauvre. Il y avait trop peu de mouvement pour faire bouger ce bloc. Pour faire bouger un bloc bas, ce bloc de l'Atlético, il fallait permuter, proposer des solutions aux porteurs de balles parce qu'il y avait des petites fenêtres pour trouver une bonne passe dans la surface de réparation pour mettre un joueur tout seul. Mais on n'a pas exploité ce côté-là. Il y a plusieurs situations où si tu fais le bon choix dans la seconde, tu as une situation. Mais à partir du moment où tu contrôles plutôt que de faire la passe, tout se referme devant toi. Parce que le plan était simple, prise à 2 pour l'Atlético sur le côté droit, que ce soit pour Barcola ou pour Dembélé, avec un joueur qui reste derrière et qui est là pour verrouiller au cas où ça passe. Notamment avec Molina et De Paul qui bloquent Barcola, avec Witsel juste derrière pour l'empêcher de passer, au cas où il essaye de passer entre les deux, Witsel est là. Donc si les deux se font prendre, il y a un troisième joueur qui est juste derrière. Donc forcément, si tu ne proposes pas de mouvement, si tu ne fais pas d'appel, si tu ne viens pas proposer d'aide à ton porteur de balle, eh ben Barcola ou Dembélé vont se retrouver à forcer sur le côté, à essayer de passer 3 joueurs pour essayer de ramener du danger. Et forcément, ça ne passe pas. Parce que les seuls moments où le PSG a été vraiment dangereux, c'est sur les moments où tu as joué très vite vers l'avant, où tu as combiné en une touche de balle, que tu as réussi à combiner Dembélé, Hakimi, Hakimi, Dembélé, Dembélé qui lance Hakimi, Hakimi qui centre. C'est dans ces moments-là que tu as réussi à faire bouger ce bloc de l'Atlético. Mais à partir du moment où tu t'arrêtais sur le côté, c'était terminé. Tu ne pouvais plus rien faire. Donc moi, au-delà de la finition qui est vraiment cataclysmique, et ça c'est une réalité, le problème majeur que j'ai vu, c'est le peu de mouvement pour faire bouger ce bloc. Mais tout ça, ça va être illustré par des images que je vous mettrai juste après. Mais ce match-là, tu le domines. Tu gardes le ballon tout le match. Le problème, c'est que t'en fais pas grand-chose. Encore une fois, c'était un jeu qui était beaucoup trop statique, avec des passes à droite, des passes à gauche, et on joue latéralement. Mais il n'y a jamais de solution. Jamais un joueur qui essaye de demander le ballon vers l'avant. Et on le voit notamment avec Asensio, qui reste très souvent devant les défenseurs, mais qui fait pas d'appel dans leur dos, qui essaye pas de faire bouger justement la défense. Donc en étant statique, mais forcément que tu vas pas réussir à battre cette équipe de l'Atlético. C'est juste logique. On a affronté la 3e défense de l'Atlético Madrid. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars. On est au Parc des Princes contre l'Atlético Madrid qui a pas mal d'absents et des absents très importants pour eux. Le Normand, Jiménez, Llorente, c'est les joueurs les plus importants de l'Atlético sur le début de saison. Ils ne sont pas là. Tu affrontes la 3e défense de l'Atlético et malgré ça, tu n'arrives pas à les faire bouger. Donc oui, il y a un PSG combatif, il y a un PSG qui se donne, il y a un PSG qui fait des efforts, il y a un PSG qui presse. Mais quand on a la balle, on a un PSG
PSG trop inefficace, un PSG qui ne fait pas assez d'appels, qui ne propose pas assez de solutions et qui est trop lent dans ses choix. Si un joueur fait un appel, le joueur peut donner le ballon, mais s'il n'y a pas d'appel, forcément que tu vas jouer à la baballe de gauche à droite et que tu vas pas être dangereux sur ta possession. Il faut réussir à être dangereux. Et quand on arrive à l'être, le problème, c'est qu'on n'est pas efficace. Parce que regardez les gars, la stat est folle. Le plus de tirs dans la surface adverse en Ligue des Champions, 52 pour le PSG pour un seul but. Le Barça, c'est 39 tirs pour 12 buts. On a un taux de conversion de nos tirs de 1,90%. On est la pire équipe de très très loin. De très très loin. Mais forcément, si tu transformes tes occasions, ce n'est pas pareil. Donc oui, on voit un Paris Saint-Germain pour moi qui est meilleur dans le jeu, qui est meilleur dans l'attitude, qui est meilleur collectivement par rapport à l'année dernière. Maintenant, la différence par rapport à l'année dernière, c'est forcément Kylian Mbappé. Mbappé qui a quitté le club et forcément ça nous a fait du bien, je le répète encore une fois, sur le côté collectif, sur le côté pressing, vu qu'Mbappé ne presse pas, et sur les phases offensives, Mbappé a tiré les ballons. Donc là, tu as des joueurs qui essayent plus de jouer ensemble, une équipe qui se bat ensemble, qui presse ensemble, qui fait les efforts ensemble, où tout le monde essaye de jouer pour le bien de l'équipe. Donc tu vois quand même qu'il y a une nette amélioration dans le jeu du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'Mbappé, c'était plus de 40 buts par saison. Donc à un moment donné, tu le sens sur la finition que Mbappé n'est plus là. Donc ça, c'est vraiment par rapport au débat, ceux qui vont dire oui, le PSG joue mieux sans Mbappé, oui, le PSG pleure sans Mbappé. Non, la réalité, c'est que le PSG joue mieux sans Mbappé, mais le PSG est moins efficace sans Mbappé. Et ça, c'est forcément la réalité. Forcément, quand on entend que Luis Enrique ne veut pas récupérer de numéro 9, qu'il n'est pas prêt à mettre 75 millions sur un Gyökeres, qu'il ne voulait pas récupérer Osimhen, et là, on commence à s'en poser des questions. Maintenant, je rappelle aussi l'hypocrisie de certains supporters, parce que quand je réclamais justement un Osimhen, un Gyökeres cet été pendant le mercato, il y en a beaucoup qui me disaient mais Gonzalo Ramos, t'en fais quoi? Et tu fais quoi de Ramos? Non, pas besoin d'un neuf, on a Ramos. Mais je vous l'avais dit, si Ramos se blesse, comment on fait? Donc maintenant, ça aussi, il faut l'accepter. Maintenant, oui, moi j'aimerais récupérer Gyökeres, mais je pense que beaucoup ne comprennent pas que le problème du PSG peut ne pas être forcément le numéro 9. Parce que là, je m'explique. Forcément, là, on se dit qu'un numéro 9 ferait du bien dans l'équipe, etc. Mais on ne sait pas réellement ce que ça donnerait dans ce jeu du Paris Saint-Germain. Alors moi, je veux un 9. Qu'on soit clair, j'aimerais un 9. Mais est-ce que le problème que rencontre le PSG à l'heure où on parle, c'est le problème de ne pas avoir de numéro 9? Pour moi, non. Le problème, c'est qu'on n'est pas efficace. Si Dembélé était efficace, si Barcola était efficace, si Asensio était efficace, on ne parlerait pas de numéro 9 à l'heure où on parle. Regardez avec Liverpool, Salah n'est pas neuf, pourtant Salah est très efficace. Vinicius est sur le côté, pourtant Vini est très efficace avec le Real Madrid, notamment sur les saisons passées. Donc oui, forcément, nous, on veut jouer avec un numéro 9. C'est pas totalement les plans de Luis Enrique, j'ai l'impression. Et ça me prendrait la tête si on ne récupère pas un Gyökeres ou autre. Franchement, là, ça me ferait chier. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on avait des joueurs plus efficaces, on parlerait pas de l'absence d'un numéro 9. Parce que si on parle maintenant du match de Marco Asensio contre l'Atlético Madrid, c'était immonde. C'était immonde. C'était un Marco Asensio qui était très statique, qui bougeait pas, qui faisait aucun appel vers l'avant, qui faisait pas réellement un rôle de numéro 9. Mais comme il a le rôle du faux numéro 9, je trouve que ça ne lui tombe pas réellement dessus. Parce que si Gonzalo Ramos avait sorti une perf comme Marco Asensio mercredi soir, je pense que tout le monde lui serait tombé dessus. Et j'ai l'impression que ce côté faux numéro 9 fait qu'on a plus de recul sur les joueurs qui jouent à ce poste-là. Mais non, à un moment donné, tu joues comme un numéro 9, tu vas devoir te comporter comme un numéro 9. Et si tu n'es pas bon, il y a un problème. Et Marco Asensio mercredi ne s'est pas comporté comme un numéro 9. Ça n'a pas été bon. On voit un Marco Asensio qui arrive à trouver des espaces, à décrocher, à faire des appels vers l'avant en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on ne le voit pas le faire. Et moi, ça, j'ai un problème avec ça parce que Marco Asensio fait partie des joueurs qui ont été le plus statiques pour faire bouger justement cette défense de l'Atlético. Il est resté trop facilement tout à la défense de l'Atlético, il demandait les ballons, mais il n'était pas servi parce qu'il faisait aucun appel et que s'il contrôlait la balle, il y avait déjà 2 joueurs dans son dos, plus 2 qui revenaient vers lui. Donc ça servait à rien. Marco Asensio aurait dû faire des appels, il aurait dû essayer de faire des courses pour ramener du danger, pour demander des balles. Au-delà de tout ça, moi j'ai un problème avec Vitinha. Je vous le dis, sur le match contre l'Atlético, Vitinha, ça a été compliqué. Parce que Vitinha, on l'a vu en défense centrale un nombre de fois qui était juste incalculable. Il se comportait comme un défenseur central. Quand il avait le ballon, il ralentissait le jeu. Il voulait pas porter la balle. Beaucoup de passes en retrait. Il a porté aucun danger. Donc forcément, les milieux doivent aussi porter le ballon. Les milieux doivent aussi ramener du danger. Il n'ose pas frapper, mais là, il ralentissait vraiment trop le jeu. Il se plaçait en défense centrale. Que des passes latérales
latéral. Donc à un moment donné, Vitinha a fait une très mauvaise performance aussi contre l'Atleti. Et ça, c'est une réalité. Si ton milieu de terrain ne porte pas le ballon pour amener du danger, là tout de suite, forcément, tu ne seras pas efficace, forcément, tu ne seras pas dangereux. Donc j'ai vraiment été déçu du match de Vitinha. Il est aussi responsable sur le deuxième but qu'on prend dans les dernières secondes, et ça, on le verra en image tout à l'heure. Mais là, Vitinha est passé à côté. C'est pareil pour Bradley Barcola. Barcola, après, comme je vous l'ai dit, il y avait une prise à 2+1 sur les côtés sur Barcola et Dembélé. Mais Barcola, ça a été très compliqué aussi. Il a fait des mauvais choix. Ses dribbles ne passaient pas. Il a eu des occasions de marquer. Il a raté. Donc Barcola, j'ai aussi l'impression qu'il y a un plafond de verre en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est très bon. En Ligue 1, c'est efficace. Il arrive à faire du mal. Mais en Ligue des Champions, les 4 matchs qu'il a fait, les 4 matchs ont été compliqués. Donc forcément, là aussi, ça devient dur. Et Nuno Mendes a été très mauvais en défense. Il s'est fait éteindre. Il prenait des petits ponts, des crochets. Ça passait dans son dos. Il se faisait crocheter trop facilement. Défensivement, Nuno a été vraiment mauvais. C'est lui qui donne le premier but en plus sur un mauvais dégagement, mais même si c'est une perte de balle de Dembélé à la base sur une touche et un contrôle raté. Mais Nuno a été vraiment mauvais contre l'Atleti. Il a été vraiment mauvais défensivement. Et le problème avec tout ça, c'est que à chaque fois qu'on subit une occasion, eh ben on va l'encaisser cette occasion. Parce qu'on est mauvais dans nos deux surfaces, que ça soit pour marquer, que ça soit pour défendre. Quand on subit un tir, on l'encaisse. Alors on est bon défensivement quand on est très haut, quand on presse, quand on essaye de récupérer les ballons. Mais sur ce match-là, et comme sur beaucoup de matchs, dès qu'on subit une occasion, elle va au fond. Et donc là, forcément, le problème s'appelle également Donnarumma. Parce que Donnarumma, si je vous demande de me dire un match référence de Didio en Ligue des Champions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Keylor Navas, on peut en citer beaucoup, on peut en citer plusieurs. Mais Donnarumma, on ne peut pas. Parce que Donnarumma n'est pas rassurant en Ligue des Champions. Et ça, c'est un fait. C'est une réalité. Donc à un moment donné, si tu n'as pas un gardien rassurant, si tu n'as pas un gardien qui est là pour te rassurer, pour te ramener des points dans ce genre de compétition, eh ben tu iras nulle part. Regardez Lucas Chevalier avec Lille, qui a fait je ne sais combien de sauvetages et qui a ramené énormément de points à Lille. Regardez Mike Maignan avec l'AC Milan. Enfin, il y a des occasions qui sont concédées, mais Donnarumma ne nous rassure pas. Et c'est vraiment en Ligue des Champions. La saison dernière, pour moi, en Ligue 1, il avait fait vraiment une belle saison. En Ligue des Champions, il y a toujours ce plafond pour lui aussi. Et moi, je pense qu'il faut se séparer de Gigio Donnarumma. Alors, si vous me demandez, Yanis, qui est-ce que tu récupérerais toi, etc., je vous répondrai clairement que j'aimerais Lucas Chevalier, que j'aimerais Gyökeres et que j'aimerais le bon vieux Kenda sur le côté. On sait que le PSG cherche un ailier. Pourquoi pas Kenda, qui est très bon lui aussi. Gyökeres ferait du bien en tant que numéro 9 et on aurait deux bons numéros 9 aussi avec le bon vieux Gonzalo Ramos. Mais c'est pareil sur Gonzalo Ramos. Je pense que beaucoup oublient que Luis Enrique ne le faisait pas énormément jouer, que Luis Enrique n'était pas réellement fan de son profil. Il y a beaucoup de supporters du PSG qui crient vivement le retour de Ramos, vivement le retour de Ramos, mais on ne sait même pas si Luis Enrique compte réellement sur lui. Le problème, il est là, parce que le PSG, on se crée des occasions, le PSG joue bien, mais on est inefficace dans nos deux surfaces. Alors maintenant, il va falloir régler ce problème. Il va falloir que nos ailiers soient plus efficaces et qu'on soit beaucoup plus punitifs, parce que ce n'est pas normal de rater autant d'occasions. 22 tirs à 4, tu arrives à perdre ce match de buts à 1, c'est inadmissible. Et donc là, on le voit les gars, et on va essayer d'illustrer un peu tout ce que je suis en train de vous dire. On voit sur cette action à quel point le PSG a été statique, et le gros problème qui se pose, il est là. Là, il y a une passe d'Hakimi qui va vers Vitinha. Vitinha n'a pas encore contrôlé ce ballon, mais il va le contrôler. Le jeu ici, c'est que Marco Asensio, qui est entre deux défenseurs de l'Atleti, fasse un appel entre les deux joueurs et que Vitinha, sans contrôle, fasse la passe directement dans le trou entre les deux défenseurs. Donc là, ça donnerait une occasion à Marco Asensio qui se retrouverait devant le bon vieux Yann Oblak. Mais pour ça, il faut que Vitinha fasse la passe directement et que Marco Asensio appelle le ballon. Mais Marco Asensio ne l'appelle pas. Ce qui fait qu'au final, Vitinha se retrouve coincé, pris par deux joueurs parce qu'il a été obligé de contrôler le ballon, que Marco Asensio n'a pas bougé et donc lui aussi est toujours pris par les deux défenseurs de l'Atleti avec De Paul qui est là pour fermer et qu'on va perdre le ballon parce que tout s'est refermé dans l'axe. T'as toujours une petite seconde pour aller vite, pour donner ce ballon, mais on ne le fait pas. Et donc on perd des ballons ou bien on joue latéralement. Si tu jouais rapidement, tu aurais pu faire du mal à cette équipe de l'Atleti. Mais malheureusement, ce jeu de possession nous gêne un petit peu pour amener du danger. Et ça, c'est ce qui me pose réellement problème. Si Asensio avait fait l'appel, Vitinha aurait pu le servir en une touche de balle. Et là, ça aurait ramené du danger et une grosse occasion pour Marco Asensio et pour le PSG. Sur cette action-là, on voit aussi la prise à deux des joueurs de l'Atleti. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la prise à deux sur Ousmane Dembélé et Gallagher qui est juste derrière pour fermer justement derrière les deux joueurs qui sont en train de prendre Ousmane Dembélé sur le côté. Et ça, c'était un coup de Simeone. Il l'a prévu. Prise à deux plus un joueur derrière pour couvrir au cas où ça arrive à passer. Il avait prévu le danger du PSG sur les côtés parce qu'il le sait, le danger du PSG vient des côtés. Donc forcément, il avait prévu ça. Défense bas, prise à deux plus un sur nos ailiers. On le voit là encore ici avec Hakimi. Dembélé s'est fait prendre la balle. Hakimi récupère. Toujours la prise à deux sur Achraf. Le joueur derrière pour couvrir, c'est Gallagher. Hakimi arrive quand même à centrer.
mais ça ramène pas de danger. Mais encore une fois, on voit toujours cette prise à 2+1. Pareil ici avec Bradley Barcola, Molina qui est devant Bradley, De Paul qui est là avec Molina pour essayer de lui prendre la balle, et Witsel qui est là juste derrière entre les deux, toujours pour couvrir au cas où Barcola arrive à passer entre les deux ou au cas où Barcola arrive à passer sur un coup de vitesse, etc. Donc toujours cette prise à 2+1. Donc forcément, si tu ne mets pas de mouvement, si tu ne mets pas de rythme, tu te fais éteindre et ça se rebouche rapidement sur toi parce que la défense se replace et forcément ils étaient nombreux en défense. Parfois on les voyait même en 6 défenseurs. Donc forcément, si ça se replace, c'est compliqué. Prise à 2+1, défense placée, c'est terminé. Tu ne peux pas être dangereux parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc il fallait jouer rapidement, une touche de balle et ramener du jeu rapide vers l'avant, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et quand on a réussi à le faire, on a réussi à être dangereux. Là, j'ai pris ce screen de l'action également. On voit Ousmane Dembélé qui a la balle sur un corner qui est joué à 2. Et là, il n'y a absolument aucun mouvement. Donc que voulez-vous que Dembélé fasse? La majeure partie du temps, quand on a vu ce genre d'action, Dembélé repartait en arrière ou les joueurs repartent en arrière et on rejoue à la baballe au milieu de terrain. Là, la chose qu'il fallait faire pour moi, c'est que Warren parte parce que sur cette action, Dembélé va essayer de faire la passe à Warren, elle sera mal donnée, l'Atleti va récupérer le ballon. Donc Warren aurait dû essayer de partir dans le dos de Griezmann qui ne voit pas Warren. Il a les yeux fixés sur Dembélé et Dembélé doit essayer de donner le ballon dans la surface sur l'appel de Warren et Warren derrière doit essayer de centrer en retrait, etc. pour ramener du danger. Donc encore une fois, c'est facile à dire sur des images arrêtées, mais on le voit, tu as toujours 1 seconde, 2 secondes pour donner un ballon, pour faire la passe, pour faire l'appel. Mais si l'appel n'est pas là, la passe ne peut pas être donnée. Donc forcément, on n'est pas aidé non plus par les appels de balles de nos joueurs. C'était beaucoup trop statique, je le répète encore une fois. On a été beaucoup trop statique. Sur cette occasion, c'est pareil, c'est un centre, si je dis pas de bêtises, d'Achraf Hakimi. Barcola le récupère. Barcola doit la faire en retrait à Fabian qui doit enchaîner sur une frappe directe. Là, il n'y a pas d'autre jeu. Tu vois déjà que ça se replace avec les deux joueurs qui viennent sortir sur Bradley Barcola. Tu vois que Koké commence à se placer, à courir vers Fabian Ruiz. Donc tu as une petite seconde pour lâcher la balle et que Fabian frappe. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu but, mais en tout cas c'est le jeu qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire. Barcola doit la donner et Fabian doit enchaîner avec une frappe directe et Fabian l'attend. Je pense que Fabian s'attend à une passe en retrait de Bradley Barcola et il s'apprête à frapper. Malheureusement, tu fais pas ce choix-là et tu te retrouves dans une situation où Koké a eu le temps de revenir sur Fabian et où Barcola perd la balle parce qu'il a essayé de passer devant les deux joueurs de l'Atleti, alors que Witsel était encore là, encore une fois, sur le troisième joueur, au cas où Barcola passait. Donc là, on a fait vraiment les mauvais choix, et j'ai l'impression que c'est vraiment un manque de lucidité. On a toujours une situation où si tu donnes le ballon dans le bon timing, sur un bon appel, là, il n'y avait même pas d'appel parce que Fabian était très bien placé, et on voit Fabian qui réclamait le ballon et qui est étonné que Barcola lui ait pas donné, mais là, c'est très mal joué de la part de Bradley. On a mal joué nos coups, et peut-être que c'est le côté inefficace du PSG qui fait que les joueurs sont un petit peu matrixés dans la tête, mais là, c'est pas normal. Forcément, on va revenir sur cette action pour Achraf Hakimi. Et moi, je suis désolé, les gars, pour les personnes qui tombent sur Achraf Hakimi, vous êtes des ingrats. Vous êtes vraiment des ingrats. Parce que oui, Achraf Hakimi a eu des occasions qu'il aurait dû transformer. Mais Achraf Hakimi a été l'un des joueurs les plus importants du PSG contre l'Atlético Madrid. À un moment donné, les gars, il faut arrêter. Parce que oui, Hakimi a raté des situations. Oui, Hakimi aurait pu marquer. Mais vous demandez à un latéral droit d'être plus décisif plutôt qu'aux attaquants. Il y a un Bradley Barcola qu'on n'a pas vu du match et qui a tout raté dans ce match. On a un Marco Asensio qui a servi strictement à rien et qui ne pesait absolument pas sur la défense adverse. Mais vous arrivez à tomber sur Hakimi qui, en latéral droit, arrive à ramener du danger pour le PSG, arrive à se créer des occasions. Alors oui, il doit lâcher le ballon. Oui, il aurait dû marquer certaines occasions, mais à un moment donné, moi, je ne peux pas lui tomber dessus. Il a raté des choses, oui, mais vous en venez à tomber sur Hakimi, qui a tout fait pour le PSG, qui a tout fait pour combiner avec Ousmane Dembélé, qui a tout fait pour ramener du danger, alors que d'autres joueurs avaient le caleçon rempli de traces de pneus. Là, vous dites rien. Tomber sur Hakimi, moi, je trouve ça très ingrat sur ce match. Je trouve ça très ingrat. Mais là, oui, Hakimi doit donner le ballon. Il a 3 solutions à frapper deuxième poteau et essayer de trouver le petit filet sur Yann Oblak. Il peut faire la passe en retrait pour Randal Kolo Muani parce qu'on voit que Witsel essaye déjà de revenir sur Kolo, mais il a l'angle pour le donner au bon vieux Kolo Muani qui derrière a une occasion de marquer vu qu'Oblak est en plus placé devant son premier poteau. Ou tu peux tout simplement la glisser à Fabian parce que Oblak n'anticipe pas la passe pour Fabian. Si tu la mets à Fabian, il y a 2-1, c'est terminé. Mais là, Hakimi fait le choix de frapper premier poteau. Très mauvais choix quand tu vois le placement de Yann Oblak. Et c'est pour ça que je dis que je pense que mentalement
c'est compliqué. Mais là, même si l'action fait mal, même si l'action fait chier, même si le choix d'Hakimi est le mauvais, je pense aussi qu'il y a un côté lucidité pour Achraf qui s'est donné dans ce match. À un moment, tu perds en lucidité. Et c'est ça le problème qu'on rencontre également. Mais là, le jeu, c'était de la donner à Fabian. Fabian lève les bras et demande le ballon. Et si on remarque bien, les gars, hein, on tombe beaucoup sur Fabian Ruiz. Mais c'est la deuxième fois que Fabian est très bien placé si on lui donne la balle. C'est la deuxième fois. Donc les placements de Fabian quand même sur ce match contre l'Atlético ont été quand même intéressants. Parce qu'il aurait pu ramener des buts, il aurait pu ramener des situations. Et ça, c'est une réalité qu'on le veuille ou non. Et là, je vais en venir forcément sur cette action et sur le deuxième but de l'Atleti dans les dernières secondes avec Correa. On voit encore Vitinha qui est là pour défendre, mais là, c'est pas normal. Vitinha donne son dos trop facilement à Correa. Il se met de dos, Correa crochette, c'est terminé. Vitinha s'efface trop facilement. Tu ne peux pas te jeter comme ça dans la surface. Tu dois défendre face au défenseur, essayer de mettre ton pied au bon moment et rester assez collé à lui pour l'empêcher d'avoir un angle de tir. Tu dois pas défendre en reculant et surtout pas te jeter aussi bêtement, aussi facilement. Ça, ce n'est pas normal. Et dans ce cas-là, c'est peut-être aussi un mauvais choix tactique de la part de Luis Enrique, parce que quand tu vois que Vitinha s'est beaucoup retrouvé en défense centrale, là pour moi ce n'est pas normal, parce que pour moi il faisait juste acte de présence, parce qu'il y avait des ballons de l'Atletico qui partaient dans le dos, il y avait des ballons vers l'avant, et là forcément ça passait facilement, et Vitinha n'était pas réellement vigilant sur tout ça. Mais en tout cas sur cette action-là, Vitinha donne son dos, et là ce n'est pas normal, et on prend le but là-dessus, parce que Donnarumma, encore une fois, n'est pas rassurant, et Donnarumma n'arrive pas à nous sortir de la merde quand on a besoin de lui. Donc voilà, ces images illustrent encore une fois que le PSG, on a réussi à se créer des situations, mais qu'on a manqué d'efficacité, qu'on aurait pu avoir de grosses situations, mais qu'on a manqué de mouvement, que Simeone est venu avec un plan de jeu sur Barcola et Dembélé avec une prise à 2+1, mais que nous, notre plan de jeu, c'était de mettre de la vitesse dans les passes, parce que quand on mettait de la vitesse dans les passes, on ramenait du danger, mais au contraire, on avait Vitinha et les autres joueurs, hein, parce qu'on parle de Vitinha, mais c'était pas le seul, mais qui ralentissait le jeu, des passes en retrait, et on jouait la baballe sur les côtés, et donc forcément, l'Atleti était totalement replacé, et derrière, quand on donnait le ballon à Dembélé, il devait faire une différence tout seul sur une prise à 2+1 sans que des joueurs du PSG lui proposent des solutions. Donc c'est compliqué. Si les joueurs avaient mis un petit peu plus de mouvement, si les joueurs avaient été efficaces, là forcément on aurait gagné ce match. Mais on ne le gagne pas parce que tu n'es pas efficace dans tes deux surfaces. Et en Ligue des Champions, ça se paie cash. Et je le répète encore une fois. Et vraiment cette défaite m'a fait mal. Cette défaite m'a fait mal parce qu'on était dos au mur, parce qu'on devait gagner impérativement. Et ça fait mal encore plus parce que le PSG ne joue pas mal en Ligue des Champions. Le PSG domine ses matchs en Ligue des Champions, mais le PSG n'arrive pas à gagner et on a un problème de finition. Alors je le répète, oui, j'aimerais un numéro 9, que ce soit Ramos, Gyökeres, j'aimerais un numéro 9, mais pour moi le problème n'est pas forcément lié à un numéro 9, il est lié à l'inefficacité. Si Dembélé marquait beaucoup de buts, si Barcola marquait beaucoup de buts, on ne parlerait pas réellement de l'absence de ce numéro 9. Mais pour moi, il faut ramener du mouvement, pour avoir des ballons dans les bonnes conditions, parce que laisser Dembélé ou Barcola se démerder tout seul et tomber derrière sur Dembélé ou Barcola quand ils essayent de ramener des différences, quand ils essayent de dribbler, mais s'ils n'ont pas de solution, tu n'as pas d'autre choix. Donc forcément, c'est aussi à l'équipe de mettre des mouvements offensifs contre les blocs bas. On sait que quand les équipes jouent haut contre nous, on arrive à se créer de l'espace, on arrive à essayer de partir rapidement vers l'avant, mais contre les blocs bas, il faut du mouvement. Et ça, c'est le b.a.-ba. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Luis Enrique savait, il connaît l'Atlético Madrid, il sait que c'est une équipe poison à jouer, qui joue très bas et qui défend très bien, mais tu ne veux pas mettre de vitesse, tu veux pas dire à tes joueurs de faire des appels de balles, tu veux pas jouer dans des petits périmètres, et c'est ça qui nous coûte cher. C'est ça qui nous coûte cher. Et franchement, moi, je le répète encore une fois, ce match m'a fait mal, la physionomie du match m'a fait mal. On a 4 points maintenant, il nous reste 4 matchs à jouer. Il faudra 10 points, avec 9 ça peut passer, mais 10 points pour te qualifier. Moi, je vous le dis les gars, vu à quel point j'ai pété un plomb en live, vu à quel point j'ai craqué, je préfère me dire d'entrée qu'on est éliminé. Comme ça, je pourrais avoir qu'une bonne surprise, et au moins j'essaierai de m'énerver moins quand on sera en live, parce que là, j'ai craqué totalement. Encore une fois, je m'excuse pour la réaction les gars que j'ai pu avoir en live, sur les insultes, j'ai tout cassé, sur X Santos également dans le chat. Voilà, j'ai craqué totalement, mais je pense qu'au vu du scénario, vous avez compris ma réaction. Je suis un vrai passionné du PSG, je suis un vrai amoureux du PSG. Et moi, cette défaite-là m'a fait très mal. Le scénario a été vraiment dur. Et là, il n'y a que les supporters du PSG qui peuvent le comprendre. Le scénario a fait très mal. But encaissé à la dernière seconde. Tu perds ce match alors que tu batailles pour le gagner, que tu espères que tu vas le gagner et qu'en plus tu le perds. Ça fait mal. Ça fait mal et franchement, ça m'a fait craquer totalement. Ça m'a fait tilter. Là, on rentre dans le top 3 des matchs qui m'ont fait vraiment le plus de mal. Et c'est inexplicable, mais ce match-là vraiment me fait plus mal que certaines éliminations du PSG en LDC. Donc vraiment, c'est inexplicable, mais vraiment, ce match-là m'a vraiment touché et m'a vraiment fait mal. Et je le répète encore une fois, le problème, c'est
c'est qu'on n'est pas efficace dans nos deux surfaces parce que le PSG a quand même du bon, encore une fois. Le PSG joue bien, le PSG a une équipe collective, a une équipe combative, mais sur les blocs bas, tu n'as pas assez mis de mouvement contre cette équipe de l'Atleti. Tu n'as pas été assez tueur et ça, on le répète et on le répète et on le répète. Il faut travailler la finition parce que tu n'es pas assez tueur et tu n'es pas assez solide dans ta défense quand tu subis une occasion. Les problèmes qui se posent, ils sont là, donc forcément, il y a encore du travail. Mais là où j'ai envie également de parler de Luis Enrique, mais maintenant, si Luis Enrique ne voulait pas de numéro 9, si Luis Enrique ne veut pas de numéro 9, il doit le prouver sur le terrain avec des résultats. Il doit le prouver parce que là, il commence à se mettre beaucoup de supporters à dos. Beaucoup de supporters commencent à perdre patience. Tu refuses Osimhen, tu ne veux pas le bon vieux Gyökeres. À un moment donné, il va falloir également comprendre qu'on a éventuellement besoin d'un numéro 9, mais qu'on a également besoin d'efficacité. Ça, c'est une réalité. Je le répète, l'équipe du PSG n'est pas encore complète. Il faudra encore des mercatos pour compléter l'équipe parce qu'il y a des joueurs qui étaient pistés qui ne sont pas venus parce que les clubs ont bloqué. Je le répète encore une fois. Et forcément, ceux qui vont dire « Ouais, mais Luis Enrique a dit en conférence de presse qu'il était content de l'équipe, mais forcément, il va pas dire oh non, je suis dégoûté, c'est que des merdes dans l'équipe, j'aurais aimé jouer avec Kvaratskhelia. Bien sûr qu'il va pas dire ça, les gars. Il a quand même une équipe à gérer, il doit quand même les mettre en confiance. Mais oui, on le sait, vous et moi, Luis Enrique aurait aimé avoir Kvara dans l'équipe, mais n'a pas bloqué. Il aurait aimé avoir Lookman, mais l'Atalanta a bloqué. Il aurait aimé avoir Julian Alvarez, mais il a préféré rejoindre l'Atlético Madrid. Donc à un moment donné, les gars, il faut aussi comprendre que les joueurs qui ont été pistés ne sont pas venus parce que les clubs ont bloqué. Maintenant, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais quand même revenir à froid sur ce match. Maintenant, on verra ce que ça va donner en Ligue des Champions parce qu'on va aller affronter le Bayern chez eux. On va se déplacer à Salzbourg, on va recevoir City au Parc des Princes et on va se déplacer à Stuttgart. Il faudra 2 victoires si on espère se qualifier et 2 victoires éventuellement. Et si tu perds contre le Bayern et contre City, il te faudra 2 victoires contre Salzbourg qui va également jouer sa tête à la maison et contre Stuttgart à la dernière journée chez eux qui va également, je pense, jouer sa tête dans la compétition. Donc ça va être compliqué. La qualification est remise en cause comme l'a dit Luis Enrique et franchement, ça fait mal, mais il va falloir vraiment travailler cette efficacité, vraiment travailler certains points offensifs et vraiment travailler l'aspect défensif dans notre surface de réparation. Ce n'est pas normal qu'on ait que 4 points au bout de 4 journées en Ligue des Champions avec les matchs qu'on a fait et les occasions qu'on s'est créées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Laloun le GOAT en commentaire. Hein. Il y a les réseaux de Laloun qui s'affichent ici pour ceux qui veulent aller lui donner de la sephore. N'hésitez pas les gars parce que vraiment c'est le GOAT. Il est toujours présent pour aider, pour faire les écrans, les mignas. Il est toujours là. Les montages, il est toujours là. Il répond toujours présent. Donc allez donner de la force au GOAT Laloun. En tout cas, merci à tous. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, allez Paris. Bye bye.